Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va parler d'un truc fascinant. On va plonger dans la vraie mécanique des catastrophes. En fait, on va décoller ensemble ce qu'on appelle l'équation du risque. Le but, comprendre pourquoi, face à un événement extrême identique, on se retrouve parfois avec une tragédie absolue et d'autres fois, presque rien. Allez, on attaque. Alors, on va commencer par une petite expérience de pensée. C'est une question toute simple, mais qui pose super bien les bases. Imaginons une tempête d'une violence inouïe. Le genre de tempête qui emporte tout sur son passage. Mais elle éclate en plein milieu d'un désert où il n'y a absolument personne. Rien. Est-ce que c'est un risque? Instinctivement, on entend le mot tempête. On pense tout de suite au danger, aux destructions. Mais techniquement, pour les experts qui gèrent ces crises, la réponse est non. C'est pas un risque du tout. Étonnant, non? Gardons bien cette image du désert vide en tête. En fait, c'est là qu'entre en jeu notre fameuse équation. Prenons l'image d'une vallée avec une rivière. L'eau se met à monter très haut. Au beau milieu de cette vallée, il y a une maison isolée. Eh bien, c'est la rencontre exacte entre cette eau qui monte et cette maison qui crée le risque d'inondation. Le risque n'existe que parce qu'il y a une combinaison de deux choses. Sans ça, pouf, plus de risque. C'est une formule mathématique ultra simple, mais qui a des conséquences littéralement mondiales. Aléa plus vulnérabilité égale risque. On va décortiquer ça en 2 secondes. Bon, le premier morceau de l'équation, c'est l'aléa. En gros, un aléa, c'est une modification violente ou soudaine de notre environnement. Pour reprendre notre exemple de tout à l'heure, c'est juste l'eau qui envahit brusquement la vallée. Ça peut prendre des tonnes de formes, une grosse explosion, un tremblement de terre, un ouragan. Mais le point crucial à retenir ici, c'est que l'aléa, tout seul, il est neutre. C'est juste la nature ou la physique en action. Tant qu'il est isolé, comme notre tempête dans le désert, eh bien, il n'est dangereux pour personne. Et c'est là qu'on ajoute la deuxième pièce du puzzle, celle qui fait tout basculer. La vulnérabilité. La vulnérabilité, pour faire simple, c'est le potentiel de destruction. C'est répondre à une question assez basique, y a-t-il quelque chose à détruire ici? C'est nous, les humains, nos maisons, nos routes, nos usines. C'est précisément cette présence qui va transformer un événement naturel ou chimique, à la base inoffensif, en un vrai cauchemar. Si l'eau monte dans une vallée complètement vide, zéro vulnérabilité. Si on a construit une maison en plein milieu, bim, vulnérabilité maximale. Du coup, maintenant qu'on a compris cette petite mécanique, comment ça se passe dans le monde réel? Nos sociétés modernes, elles font face à des menaces dans tous les sens. Et pour essayer de s'en sortir et de s'y préparer, on a classé tout ça. L'équation reste exactement la même, mais c'est le type d'aléa qui va changer. On a 3 grandes catégories qui englobent pratiquement toutes les situations de crise possibles, les risques naturels, les risques technologiques, et une 3e catégorie franchement redoutable, les risques combinés. D'un côté, on a classique, le risque naturel. Ça, c'est la planète qui s'exprime. Un séisme qui secoue une ville, une tempête, une inondation. De l'autre côté, on a le risque technologique. Là, c'est directement lié à nous, à nos activités humaines. Un incendie dans une usine ou une grosse explosion chimique, par exemple. Ce sont 2 mondes bien séparés. Mais alors, le pire scénario, le plus complexe à gérer, c'est le risque combiné. C'est l'intersection brutale entre la force de la nature et le monde de la machine. C'est quand l'un vient directement déclencher l'autre. Et ça, malheureusement, on a un exemple parfait pour l'illustrer, la catastrophe de Fukushima au Japon en 2011. C'est vraiment le cas d'école du risque combiné. On a un aléa naturel massif, un tsunami monstrueux qui frappe la côte, mais la vulnérabilité sur place, c'était pas juste des petites habitations, c'est une centrale nucléaire entière, une installation technologique super sensible. Et là, l'événement naturel a provoqué directement un accident technologique majeur. C'est l'effet domino par excellence. Ça montre bien à quel point ces différents risques peuvent s'entremêler et multiplier par 1000 la vulnérabilité d'une société. Face à tout ça, on peut se demander, est-ce qu'on est juste condamné à subir, à croiser les doigts en attendant que ça passe? Eh bien, heureusement, non. Vu que c'est pratiquement impossible de supprimer l'allée, enfin, on va pas arrêter un tremblement de terre à main nue, toute notre action va se concentrer sur l'autre partie de la balance. On va s'attaquer à la vulnérabilité. Mais concrètement, comment on se défend contre ça? En fait, il y a des stratégies super claires et structurées pour y arriver. C'est ce qu'on appelle la ligne de défense de nos sociétés. Et ça se résume souvent par 3 mots très simples, les 3 P. D'abord, la prévision. L'idée, c'est de détecter, d'anticiper le truc. Ça va des gros systèmes d'alerte sismique jusqu'au simple détecteur de fumée au plafond du salon. Ensuite, on a la protection. Là, on rentre dans le dur, dans le physique. On construit des immeubles parasismiques capables de plier sous le choc sans rompre. On installe des portes coupe-feu. Et enfin, le 3e P, c'est la prévention. C'est l'humain. C'est sensibiliser, éduquer. Ce sont les exercices d'évacuation ou ces entraînements au Japon où chacun apprend à se cacher sous une table en un quart de seconde. Mis bout à bout, ces 3 P font chuter notre vulnérabilité de façon spectaculaire. Sauf que, ouais, il y a un mais. Et il faut être objectif, parce que c'est une réalité beaucoup plus dure à avaler. Cette équation du risque, sur le papier, elle est belle, mais dans la vraie vie, elle est profondément injuste. On a une immense inégalité de vulnérabilité sur la planète.
Les pays les plus pauvres n'ont tout simplement pas le budget pour s'offrir ces fameux 3P. Des capteurs ultramodernes, des infrastructures géantes, des campagnes de prévention massives, ça coûte une fortune. Du coup, face à un aléa naturel totalement identique, l'équation va donner un résultat radicalement différent selon la richesse de l'endroit touché. Pour bien réaliser, prenons un exemple très chiffré. Gardons ce nombre en tête, 40. En 2018, un séisme super violent frappe le Japon. Le Japon, on le sait, c'est un pays riche et c'est le champion absolu de la mise en place des 3P. Ils ont des alertes sur les téléphones, des normes de construction hallucinantes et une population ultra préparée. Le bilan humain de ce séisme majeur, 40 décès tragiques. Évidemment, c'est toujours 40 vies brisées de trop. Mais à l'échelle d'un événement de cette puissance-là, c'est la preuve incontestable que maîtriser sa vulnérabilité, ça sauve littéralement des milliers de vies. Et juste à côté de ça, regardons ce contraste glaçant. Plus de 2000. La même année, toujours en 2018, un séisme d'une puissance comparable frappe l'Indonésie. C'est un pays avec beaucoup moins de ressources économiques, les systèmes de détection étaient moindres, les bâtiments beaucoup moins protégés, la prévention beaucoup moins systématique. L'aléa était presque un copier-coller du Japon, mais la vulnérabilité, elle crevait le plafond. Et le résultat est là, plus de 2000 morts. Cette juxtaposition prouve de manière irréfutable que ce n'est pas seulement la violence de la nature qui tue, c'est vraiment la vulnérabilité d'une société qui dicte le véritable quid. Alors, pour conclure cette analyse, il faut un peu ramener tout ça à notre propre échelle. On l'a bien vu, l'aléa combiné à la vulnérabilité, c'est la recette du risque. Et ce qui est fou, c'est qu'on a les cartes en main pour modifier l'une des parties de cette équation. En regardant un peu nos propres infrastructures locales, les plans d'urgence de nos villes, ça pousse vraiment à se poser une dernière question. Sachant tout ça, connaissant maintenant la mécanique exacte de cette équation du risque, à quel point est-ce que nos propres communautés sont réellement prêtes à affronter leur vulnérabilité ? C'est une réflexion assez vertigineuse pour l'avenir. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt.